Gratuité donc et développement des transports sur Toulon, c'est possible, comme ils l'ont fait à Montpellier et ils vont nous le prouver. Je vous présente en quelques mots nos intervenants. Nos deux Montpelliérains présents, donc Clara Jiménez, qui est vice-présidente de la métropole de Montpellier. Clara est en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale, vaste chantier. À ses côtés, donc, Hervé Martin, qui est adjoint au maire de Montpellier, adjoint au sport, et qui est également, effectivement, conseiller à la métropole de Montpellier. Une intervenante est excusée, mais elle interviendra en fait en vidéo. Donc c'est Julie Fraîche. Julie Fraîche qui est également vice-présidente de la métropole de Montpellier. Et Julie Fraîche est en charge, effectivement, du transport et des mobilités actives. Donc c'est elle qui, effectivement, a préparé notamment le petit diaporama qui vous sera présenté sur les réalisations de Montpellier. Bonjour à tous. Et voilà, Julie, on t'entend, c'est merveilleux. Est-ce qu'il faut que je vous présente nos intervenants toulonnais? Est-ce que vous... Oui, ben bien sûr, évidemment. Hein, donc Magali Brunel, conseillère municipale, et Magali, qui est universitaire, mais ici sur Toulon, a été une des pionnières dans le mouvement Toulon en commun, puisqu'elle était déjà présente, et vous le savez, pour la campagne de 2020. Philippe Chenot, même pas qu'on parle de lui, ben je vais quand même le présenter. Donc c'est un ancien vice-président donc de la région et aujourd'hui un heureux retraité actif, associatif et écologiste. Voilà. Je vais très vite passer la parole aux intervenants avec 2-3 petites consignes. La première, n'oubliez pas d'émarger à l'entrée. Donc vous êtes accueillis. Ben oui, vous êtes accueillis à l'entrée, donc il n'y a pas de souci. Il y a aussi à côté de la liste d'émargement une petite cagnotte pour nous aider effectivement à rentrer dans nos frais. Donc si au passage vous pensez à la cagnotte, ce sera évidemment un beau geste de votre part. Dernière consigne, et dans le respect effectivement donc de votre vie personnelle, si vous ne souhaitez pas être filmé, d'accord, la caméra est là, et vous faites juste un petit signe à Philippe en disant que vous ne voulez pas être sur la vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et Magali. Merci, alors merci d'être présent et merci d'avoir répondu à notre invitation qui consiste à nous inspirer à travers ces conférences-débats d'expériences réussies dans tous les domaines. Et nous commençons aujourd'hui avec cette question centrale des transports en commun et des mobilités. Et donc, c'est avec nos invités montpelliérains que nous lançons ce cycle de conférences-débats. Il sera organisé donc en 2 temps, bien sûr. D'abord, peut-être, nous allons écouter l'expérience vécue et les réussites et aussi les approches qui ont été choisies dans des municipalités qui sont comparables à la nôtre. Et puis, bien sûr, dans un 2e temps, le temps sera celui de l'échange et du dialogue et nous aurons l'occasion de discuter avec nos invités de nos problématiques métropolitaines et toulonnaises, puisque, évidemment, ce sont celles qui nous occupent au premier chef. Juste 5 minutes pour planter le décor. Vous voyez ici une belle carte de France. C'est une carte qui met en évidence les grandes villes qui ont fait les choix de transport propres. Et dans cette ville, dans cette belle carte de France, eh bien, vous ne trouverez pas Toulon. Et vous ne trouverez pas Toulon parce qu'au contraire, Toulon remplit d'autres records, et notamment celui d'être parmi les villes les plus congestionnées de France. Les Toulonnais, ils passent en moyenne 62 heures par an dans les transports, dans les bouchons, dans les embouteillages. 62 heures, ça veut dire 2 jours et demi de vie toutes les années que vous passez, que nous passons dans les bouchons. La deuxième réalité des Toulonnais, c'est une pollution de l'air importante, au point qu'une étude récente qui a été faite dans la région montre que 2700 cas d'enfants de moins de 17 ans souffrent d'asthme et pourraient éviter de souffrir d'asthme
si des mesures anti-pollution sérieuses étaient prises. L'autre réalité, c'est le contexte dans lequel nous vivons, qui est un contexte d'usage de transport fortement contraint par l'offre ou l'absence d'offre, évidemment, que nous connaissons. Et donc, la réalité des pratiques de transport des Toulonnais, c'est plus de 52% des trajets qui se font avec la voiture personnelle. Par opposition, le transport en commun, c'est seulement 7% des transports dans la métropole. Et cela, ça s'explique, ce n'est pas une fantaisie toulonnaise ou métropolitaine, c'est une réalité qui correspond à un réseau qui est insuffisant, qui est incomplet et indigne d'une grande métropole. Vous le savez si vous l'utilisez, c'est un réseau qui est irrégulier. Selon les quartiers, vous êtes plus ou moins bien desservis, vous attendez longtemps ou moins longtemps le bus. Et puis surtout, du lundi au jeudi par exemple, à partir de 21h, il n'y a plus de bus et vous ne pouvez plus vous déplacer dans votre ville et dans la métropole. Alors cela, évidemment, c'est indigne d'une grande métropole comme la nôtre, et puis cela impacte l'activité de la ville, l'activité des commerçants, l'activité économique et culturelle. La troisième réalité toulonnaise, c'est l'absence de tramway, c'est ce tramway qu'on pourrait nommer démission ou désengagement de la puissance publique. Nous sommes la seule ville comparable qui n'a pas fait le choix du tramway. Pourtant, un mode de transport qui a prouvé, et on en parlera longuement tout à l'heure, tous ses bénéfices, avec maintenant des retours d'expérience qui sont nombreux et déjà anciens. Un transport non polluant, un transport silencieux, inclusif et sécurisé bien plus que les autres. Alors le scandale du transport toulonnais, vous le connaissez, c'est d'abord celui d'une décision en 2005, prise à l'unanimité à Toulon et dans la métropole, pour un tramway, avec une déclaration d'utilité publique qui a donné lieu à des premiers aménagements, et pour un budget quand même de 300 millions d'euros investis. Et puis, c'est l'histoire d'un revirement en 2007, qui a mis la question à l'arrêt, et depuis, de projet en projet, d'hypothèse en hypothèse, finalement, à Toulon, il n'y a pas de transport en site propre aujourd'hui. Donc voilà notre réalité. Vous comprenez que nous avons donc besoin de réflexion et d'inspiration. Dans le programme de Toulon en commun, en 2000, nous avions déjà envisagé cette réflexion sur le développement nécessaire du réseau par le tramway. Nous avions déjà pensé à l'expérimentation de la gratuité, sauf que nous n'avons pas eu les manettes et qu'à Montpellier, en revanche, ils l'ont fait et ils vont donc nous donner des occasions de nous inspirer. Voilà. Je vais passer la parole à Julie Fraîche, qui est à distance avec nous, qui va peut-être lancer les grands défis qui ont été posés à Montpellier, avant de transmettre le micro à mes collègues à côté. Julie, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Permettez-moi d'abord de m'excuser pour mon absence. C'est pas l'envie qui a manqué, mais mon dos m'a lâché, donc je suis bloquée, raison de mon absence. Donc très rapidement, dire que c'est vraiment la gratuité des transports. Nous l'avons travaillé 2 ans avant les dernières élections municipales. On a commencé vraiment le travail en 2018. Pendant 2 ans, avec Hervé Martin qui est devant vous ce soir, nous étions dans l'opposition. On a créé des groupes de travail comme vous le faites aujourd'hui à Toulon. On a travaillé sur la question parce qu'il fallait même convaincre dans nos familles politiques. C'est pas un sujet à prendre à la légère, parce que la gratuité des transports doit aussi s'adapter aux spécificités de chaque ville. Elle peut pas être dupliquée. On fait pas pareil à Montpellier qu'on fait à Dunkerque, à Aubagne, à Tallinn. Mais par contre, il y a vraiment une philosophie derrière la gratuité des transports. C'est vraiment une mesure d'écologie positive. En 2018, quand on a commencé à travailler, c'était la crise des gilets jaunes, et en même temps, c'était des milliers de jeunes qui marchaient pour le climat. Et on se disait, d'un côté, il y a des gens qui sentent ce sentiment de relégation sociale et qui défendent finalement la liberté d'accès en voiture. Et de l'autre,
on a des jeunes finalement qui vivent de plein fouet l'anxiété de la société, la question majeure de la transition énergétique et les différentes crises environnementales que nous traversons depuis. Et à l'époque, c'est la crise des bonnets rouges, c'était voilà, des mesures qui étaient vécues pour l'écologie, mais finalement qui impactaient voilà, une grande partie de la population. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait absolument, pour embarquer la population vers des mesures environnementales, il fallait arriver à construire des politiques publiques qui conciliaient les deux. L'augmentation du pouvoir d'achat et en même temps la protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'air. Et la gratuité des transports, c'est ça. Aujourd'hui, à Montpellier, nous vivons avec un seuil de pauvreté de 28% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est 22% à l'échelle de la métropole. C'est 1 demi-million d'habitants. C'est 31 communes. C'est une part modale DTC qui était déjà importante. On était à 16%. Donc, il nous fallait effectivement, pour embarquer, une mesure qui permettait quand même par an aux familles d'économiser près de 1500 euros. 1500 euros pour les familles, 371 euros par an pour les personnes qui vivent en dessous du minimum vieillesse, 160 euros pour un étudiant. Je rappelle que c'était même à l'époque où on avait enlevé 5 euros sur les APL. Donc 171 euros pour les étudiants, c'est absolument majeur. Et donc à Montpellier, on a coutume de dire que la gratuité des transports, elle est le symbole de la liberté, de l'universalité, de l'écologie, de la fraternité et de la solidarité. Permettez-moi juste de détailler ces différents items. La liberté, parce que on rentre et on sort du tramway ou du bus en totale liberté. En fait, on a, pour nous, aujourd'hui, les moyens de transport, c'est un bien commun. On a supprimé la validation. On ne valide plus. Donc, en fait, on rentre et on sort du tramway et du bus comme si c'était une continuité de l'espace public. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement fort parce que finalement, on supprime tous les petits obstacles au transport en commun. Et dans les chiffres, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a 33% de fréquentation supplémentaire en 6 mois. Il n'y a aucune mesure aujourd'hui dans l'histoire du transport qui, en si peu de temps, a eu un tel effet sur la fréquentation. C'est une mesure qui est universelle. On nous dit, mais pourquoi les riches ne paieraient pas la gratuité? Mais nous, des riches, comme vous l'avez vu, on n'en a pas beaucoup à Montpellier. Par contre, on a la classe moyenne. On a une classe moyenne de gens qui travaillent, les infirmières, les profs, les cadres moyens. Et eux, en fait, quand on les a vus pendant la campagne, ils nous ont dit, mais nous, en fait, on a peur d'être déclassés. Et eux, ils étaient systématiquement exclus de tous les mécanismes de redistribution. Donc nous, on a dit qu'il fallait que la gratuité des transports, elle touche tout le monde. Parce qu'à Montpellier, le non-recours au droit, pour les gens qui ne bénéficiaient pas de la tarification sociale et solidaire, c'était 40%. Voilà pourquoi on a défendu l'universalité des droits, pour que la gratuité, elle touche tout le monde, pour ceux qui y avaient droit mais il n'y avait pas recours, 40%, mais aussi pour la classe moyenne, des gens qui travaillent et qui étaient en général exclus de ce dispositif. C'est une mesure écologique parce que plus on prend le tramway, moins on prend sa voiture. C'est une mesure fraternelle et de solidarité parce qu'on augmente le pouvoir d'achat. Et surtout, c'est la démonstration qu'à l'échelle locale, lorsqu'on prend un engagement devant les citoyens en campagne électorale, on a la capacité de tenir ces engagements. Et ça renforce le lien démocratique entre les citoyens et leurs représentants. Et ça, Mickaël Delafosse a démontré qu'il a fait ce qu'il avait dit. Et ça, c'est fondamental. Et on n'a pas attendu la fin du mandat pour faire la gratuité intégrale. On n'a pas attendu d'être à quelques mois de la fin du mandat pour se faire réélire pour un second mandat. On a fait la gratuité en 3 étapes, et ça, mes collègues vont vous le présenter. Et on a tenu nos engagements depuis décembre 2023. 1 demi-million d'habitants à Montpellier circulent gratuitement dans les bus et dans les tramways. Et juste un mot. On nous dit c'est gratuit, mais c'est choquant. Mais ça ne choque personne que les routes soient gratuites. Voilà. Et nous, en fait, on inscrit la gratuité des transports comme la conquête sociale du 21e siècle, comme l'école a été la conquête du 19e, et comme la sécurité sociale a été la conquête sociale du 20e siècle. Le droit à la mobilité, c'est aujourd'hui une manière très concrète de pouvoir répondre aux défis du 21e siècle sur la transition énergétique.
Merci beaucoup, Julie. La salle t'applaudit, je pense que tu les entends. Alors, on va continuer à rêver avec nos deux autres collègues qui vont prendre le relais. Merci, bonsoir tout le monde et merci beaucoup Magali et tout le collectif qui travaille avec toi pour cette invitation. Avec Clara Jiménez, on va vous présenter un PowerPoint qui avait été préparé par Julie qui devait le présenter, donc vous vous excuserez peut-être dans la présentation quelques imprécisions parfois. On va vous le présenter à deux voix et vous donner pas mal de compléments par rapport à la présentation que Julie vient de faire. Et on s'est à peu près dans la voiture en venant partager les slides, mais à la mairie, en fait, depuis 2020, depuis la campagne, tous les deux, on nous a surnommé Tic et Tac, donc on va vous la jouer à la Tic et Tac, c'est-à-dire que parfois on va s'interrompre. Voilà. Pour commencer, Julie en a parlé sur la genèse, on va dire, de la gratuité. Où effectivement, quand Julie, Michael Delafosse et moi-même, au mandat précédent, étions dans l'opposition, il y avait un certain nombre de sujets qui se posaient sur les mobilités. D'abord sur les infrastructures, parce qu'il y avait un projet de ligne 5 qui avait été lancé sur le mandat encore précédent, mais qui avait été tellement reporté qu'on peut dire qu'il avait été abandonné quasiment par le maire précédent. Et donc les questions autour des mobilités étaient importantes. Et est venu aussi dans la réflexion que chaque fois, finalement, dans la longue histoire, qu'un problème important se posait, on voit que les solutions passent souvent par la création d'un service public gratuit. Julie l'a abordé rapidement à la fin de son propos. Quand il s'agit, il y a bien longtemps maintenant, d'éduquer des masses de population entières, finalement, on a créé un service public de l'éducation, alors qu'auparavant, c'était finalement les églises d'ailleurs qui s'en occupaient, tout le monde n'y avait pas accès, etc. Donc face à un défi majeur de l'éducation d'une population entière, service public gratuit. Par rapport à la santé, qui est bien entendu un enjeu majeur de la vie de tout un chacun, création de la sécurité sociale qui permettait effectivement d'avoir accès gratuitement au service public de la santé. Et quand on regarde les questions de mobilité telles qu'elles se déroulent aujourd'hui, et on l'a vu tout à l'heure en arrivant par l'autoroute, alors à l'heure qu'il est apparemment dans notre sens ça circulait bien, mais dans l'autre sens on voyait bien sur les voies opposées de l'autoroute que les sorties étaient complètement bouchées, et donc on voit bien que les mobilités, on pourrait les voir à niveau national ou international, mais on va rester sur le niveau local, sont un enjeu absolument majeur. Et donc nous sommes convaincus que face à un tel enjeu majeur, et en particulier aux répercussions que ça peut avoir sur la santé de tout un chacun, les solutions passent là aussi, une fois de plus, comme pour chaque défi majeur, par la création d'un service public gratuit, d'où l'idée de la création de la gratuité des transports en commun à Montpellier. Pour tout vous dire, on l'avait même mis sur le bulletin de vote au moment de l'élection. C'est-à-dire que on avait, voilà, vous le voyez là à l'écran, sur le bulletin rouge, marqué en haut à droite, pour la gratuité des transports en commun. Je me souviens encore comme si c'était hier, Julie tout à l'heure parlait des groupes de travail qu'on avait eu en préparation, du coup de fil que me passe un jour Michael, et où il me dit, bon, ce coup-ci, on va y aller sur la gratuité. Et finalement, on a fait, sans le vouloir, mais à ce moment-là, au téléphone, une espèce de média training où je m'amusais au téléphone à lui dire tous les inconvénients que ça pouvait avoir, c'est-à-dire tout ce qu'on entendait tout le temps, chaque fois qu'on en parlait, tout ce que vous entendez partout, quand vous dites la gratuité, ça a des avantages, et on vient vous rétorquer tout un tas de choses. Et Michael s'était tellement bien entraîné, avait tellement bien réfléchi le sujet que à chaque point que je lui donnais, il avait une réponse, et à la fin on s'est dit bon, ok, ça prouve bien qu'il faut y aller. Et donc on est élu en juillet 2020. Et vous savez dans quel contexte après le Covid, avec des problèmes de pouvoir d'achat supplémentaires, parce que les gens s'étaient retrouvés pour beaucoup dans des difficultés d'emploi, etc. La période de confinement avait fait énormément de dégâts dans beaucoup de familles. Et dès après l'élection, on est donc élu en juillet 2020, dès septembre 2020, première phase de gratuité, avec la gratuité les week-ends. Là, l'enjeu essentiel, avec une urgence
pour rétablir le commerce en centre-ville qui avait évidemment énormément souffert de la période de confinement. C'était de permettre aux Montpelliérains d'aller en toute liberté et facilité en centre-ville pour aller faire les boutiques, pour aller consommer dans les restaurations, les bars du centre de Montpellier, etc. Donc là, ça a été la première phase. Ensuite, en 2021, deuxième phase de la gratuité pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans. Vous comprenez bien qu'on y va par phase parce que on vous parlera tout à l'heure du mode de financement, mais passer à la gratuité d'un seul coup, c'était évidemment enjamber un peu trop facilement quand même des questions importantes qui se posaient. L'intérêt du passage à la gratuité pour les moins de 18 et les plus de 65, alors ça a été évidemment pour la jeunesse, on s'en doute. Je peux vous dire, moi, qu'en tant qu'adjoint au sport à la ville de Montpellier, ça a énormément facilité la vie des jeunes, on va dire adolescents, qui ne se tiennent plus seulement au stade de quartier, au gymnase de quartier dans le choix de leur sport, mais on a une patinoire à Montpellier, vous doutez bien qu'on n'en a pas plusieurs, le transport étant gratuit et facile, finalement je n'hésite plus à aller faire du patinage sur glace. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples comme ça, où le mode de transport, la façon de se transporter n'est plus un problème. Mais là où ça a été majeur et intéressant, c'est sur les plus de 65 ans. Des retraités, souvent avec des petites pensions. Et on a eu un nombre de retours incalculable de gens qui nous disaient « mais merci, on a retrouvé », Julie a dit le mot tout à l'heure, c'est extrêmement important, on a retrouvé la liberté. C'est-à-dire que dans ma journée de retraité, si j'ai envie d'aller faire un tour en ville, pour faire une petite course, pour aller me promener dans un parc, juste pour balader, aller voir une amie, je prends le tram, j'y vais, même si ça dure qu'une heure, et je reviens. Alors qu'avant, faire ça tous les jours, si ça a le coût d'un billet, aller-retour, à la fin du mois, ça finit par faire une petite somme que les petites pensions hésitaient à payer. Et donc, vraiment, on a eu ce retour extrêmement important. Et enfin, le 21 décembre 2023, ça a été la gratuité pour tous les habitants de la métropole, avec une grande fête sur la place de la Comédie. Je ne sais plus si on a une photo, mais elle est peut-être à la fin, la photo d'ailleurs. Voilà, une grande fête sur la place de la Comédie pour la gratuité pour tous, qui a été évidemment un événement majeur. Et on a pu mesurer d'ailleurs l'intérêt de la population, parce que j'imagine que vous êtes quand même nombreux à connaître la place de la Comédie à Montpellier. Elle était noire de monde ce soir-là. C'est-à-dire que le projet qu'on avait promis en l'inscrivant sur notre bulletin de vote, une fois que ça a été réalisé, bien entendu, ça a été extrêmement apprécié et très bien fêté. Si on rentre un peu maintenant, je dépasse la philosophie en quelque sorte de l'action. À Montpellier, la répartition, on va dire les parts modales sur les mobilités, c'était 41% de déplacement en voiture, les 11% que vous voyez indiqués en vert, c'est tout ce qui est covoiturage, on va dire, 1% pour les deux roues, 29% la marche, 3% le vélo, 13% seulement pour les transports collectifs, et 1% autre, j'imagine qu'on a de la trottinette et je ne sais quoi d'autre à l'intérieur. Et donc on voit bien là, avec des chiffres comme cela, l'enjeu qu'il y avait à pouvoir en quelque sorte sortir de la voiture pour proposer d'autres solutions de transport. Et là, ça a été tout l'enjeu du mandat et que Julie a mené, tout le monde le reconnaît de main de maître parce que c'était un boulot énorme. Il y a ce que j'appelle là-dedans le hard et le soft, parce qu'il faut toujours avoir ça en tête, c'est des infrastructures et la gratuité. Parce que faire la gratuité, si vous n'avez pas les infrastructures, la gratuité pour ne pas prendre de moyens de transport, je caricature, mais voilà. Donc nous, derrière, ça a été la 5e ligne de tramway, dont on va bientôt finir les travaux. On inaugurait aujourd'hui même l'arrivée à Montpellier de la ligne, de la rame, pardon, de tramway qui va circuler sur nos voies. Voilà, c'est à la fois des lignes, la 5e ligne de tramway, prolonger la ligne 1 jusqu'à la gare Sud de France, parce qu'on avait une gare qui n'était pas desservie par les transports en commun, ce qui est quand même complètement hallucinant. C'est des pistes cyclables. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on supprime des voies de voiture, pardon. Ça graisse des dents. Enfin, s'il y en a qui viennent à Montpellier de temps en temps, oui, en ce moment, vous arrivez à Montpellier, vous arrivez dans un embouteillage. Mais on sait que quand on va inaugurer la ligne 5 de tramway et que les travaux seront finis, on aura un Montpellier tout neuf avec des pistes cyclables, un tramway supplémentaire, la 5e ligne,
en prévision 5 lignes de bus tram aussi, en site propre, une qui va être réalisée là dans le mandat, les 4 autres qui seront échelonnées après. Échelonnées parce que ça finit par faire tellement de travaux qu'on fait craquer tout le monde, on vous l'avoue. Hein. On a fait 2 mandats en un et c'est quand même un petit peu difficile. Je vais peut-être te passer la parole pour la suite, Clara. Oui, effectivement, donc avec un vrai sujet de comment on agit sur la répartition des modalités de transport et comment finalement on fait en sorte que la place de la voiture et du véhicule particulier, c'est bien ça le sujet, soit réduite. Et en fait, on se rend compte, là, vous avez l'évolution entre 94 première barre bleue, 2008 deuxième barre bleue et troisième barre 2019. Vous avez l'évolution de la part modale de la voiture et du transport en commun. Pour la petite histoire, en 2000, première ligne de tramway, en 2006, deuxième ligne de tramway, en 2012, troisième, quatrième ligne de tramway. Et on voit une stagnation. Alors, c'est là où ça devient intéressant de se poser la question de comment on lit finalement ce qu'Hervé vient de dire, la question du hard et du soft. En agissant uniquement sur le hard, on se rend compte qu'on n'a pas solutionné cette question de part modale. Par contre, en le liant à la gratuité, et on verra les chiffres tout à l'heure, il y a des choses qui bougent, même si on n'a pas les chiffres encore exacts, Julie peut-être me contredira, mais sur la part modale, mais en tout cas on a une hausse de la fréquentation des transports en commun qui laisse penser que les gens prennent plus facilement les transports en commun, qu'il y a peut-être aussi une hausse de la mobilité finalement, que on se dit que on peut se déplacer parce que le transport en commun non seulement existe, est de bonne qualité et est gratuit, et donc on se dit finalement cette course que j'allais pas faire en centre-ville, je vais aller la faire. Donc il y a le sujet de la part modale, mais il y a aussi la quantité de déplacements finalement qui offre, comme le disait Julien en introduction, une véritable liberté aux habitants. Le petit chiffre intéressant, c'est si chaque habitant fait une fois par semaine un choix différent de celui de la voiture particulière, la congestion baisse de 20%. Donc ça, c'est vraiment la preuve que avec ce type de mesure, on peut effectivement agir. Mais je suis d'accord, ces chiffres sont déprimants. Et donc c'est ce que disait Hervé, on est véritablement sur une stratégie globale pour redistribuer ces parts modales. On a la question du transport en commun qui est centrale, mais parce que c'est y compris la conception du transport en commun comme lieu du commun, lieu de partage, lieu de cohésion sociale aussi. Donc avec, on renforce l'offre de bus et de bus tram, plus la 5e ligne de tramway, plus la prolongation de la ligne, blablabla. Je vous refais pas l'article. On renouvelle l'ambition en faveur du tramway, c'est des grands mots pour dire qu'on fait une 5e ligne de tram, qu'on prolonge une ligne, mais aussi qu'on entretient tout le réseau, qui finalement manquait d'entretien ces dernières années, et donc les usagers du transport en commun dans ce mandat y compris, ont eu à affronter des périodes de travaux. Là, on a eu plus d'1 mois d'interruption d'une ligne de tramway parce qu'il fallait refaire les infrastructures, mais ces choix, il faut les faire pour que ce transport en commun il puisse fonctionner au quotidien à terme. On a la question de la marchabilité et on a quand même, et comme partout, et j'imagine que vous avez les mêmes problématiques ici, mais aussi une question d'usage de l'espace public et de partage de l'espace public entre piétons, vélos, trottinettes, tout autre outil bizarre qui roule ou qui avance, que je ne connais pas, que je connais moins bien, mais la question de mettre le piéton au sommet de ces usages, c'est quelque chose de très important pour nous. Et quand on dit le piéton, on pense au piéton lambda, on pense à la personne en situation de handicap qui a besoin de vrais espaces publics praticables facilement. Et on pense aussi, et c'est une vraie politique du territoire, la ville à hauteur d'enfant. Et donc on a développé aussi des rues aux écoliers, des parvis, et cette question de mettre l'enfant aussi au cœur de tous nos aménagements publics, c'est une question très importante. On a évidemment toute la question du système vélo, et là Julie pourrait vous en dire beaucoup plus que moi, mais en tout cas l'aménagement d'un réseau express vélo pour qu'il y ait des vraies continuités cyclables, que les vélos soient pas obligés de faire n'importe quoi, mais puissent effectivement quand même gagner du temps en étant à vélo, ne soient plus pris dans la circulation au milieu des voitures, etc. C'est des vrais sujets. La question du trafic de transit,
qu'on essaie de sortir de la ville, mais dans une ville où on n'a pas de périphérique actuellement, donc c'est aussi des enjeux majeurs. Et là, Julie est en première ligne d'habitants pas très contents parce que effectivement, finalement, les bouchons se sont développés sur des artères où il n'y en avait pas auparavant, etc. Donc ça, c'est aussi des obstacles auxquels on a fait face, et je pense que c'est important qu'on ait conscience que c'est une vraie révolution dans les mobilités, la stratégie qu'on a adoptée, et que pour certains, ça prend un peu plus de temps que pour d'autres d'accepter ces évolutions de la ville. Et du coup, encourager les usages vertueux de la voiture. Les chiffres en termes d'autopartage sont énormes, et notamment sur le covoiturage du quotidien, parce que c'est bien beau de prendre un Blablacar pour aller en vacances à Toulouse, c'est moins évident et on a moins le réflexe sur les trajets du quotidien. Un habitant qui habite dans une commune de la métropole et qui travaille en centre-ville de Montpellier, comment il peut se mettre d'accord avec le collègue de la boîte d'à côté pour se rendre au travail en voiture commune et du coup plus seul en voiture. Je te rends la parole. Oui, comme on prend déjà beaucoup de temps, on va accélérer parce que les 3 phases finalement de la gratuité, on a déjà parlé. Juste un chiffre qui est important, en bleu, en bas. En passant à la gratuité, pour une famille de 4 personnes, donc vous imaginez 2 parents qui travaillent, qui ont un abonnement, alors chez nous c'est l'ATAM, l'entreprise de transport, et 2 enfants, collégiens, lycéens par exemple, à l'année, c'est une économie de plus de 1400 €. C'est-à-dire que dans des temps où le pouvoir d'achat est une vraie question très difficile, en passant à la gratuité des transports, pour ces familles-là, en gros, c'est un 13e mois qui est rendu. Ce n'est pas rien. Évidemment, pour les étudiants, etc., et pour les retraités avec des petites pensions, c'est également un très gros enjeu. Mais voilà, 1400 €, c'est l'équivalent d'un 13e mois pour énormément de familles. Le financement, parce qu'évidemment, ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Alors, évidemment, là, chaque territoire est différent et doit trouver sa capacité à faire en termes de financement. Nous avons la chance à Montpellier, nous avons 2 chances finalement. Une, d'avoir une démographie importante. Alors ça pose des problèmes, parce que plus il y a de démographie, plus il y a aussi d'habitants qui circulent, etc. Mais mine de rien, c'est aussi la ressource fiscale. Et nous avons aussi une économie qui fonctionne bien, et donc le versement mobilité des entreprises qui est très dynamique. Ce qui fait que ce versement, vous le voyez avec les petits traits bleus, de 2020 à 2024, le versement mobilité, la recette mobilité est passée de 91 millions € à 121 millions €. C'est-à-dire plus 30 millions € de versement mobilité des entreprises. Le financement de la gratuité des transports sur la métropole de Montpellier, il est là. Voilà, c'est-à-dire qu'en termes... C'est pour ça, je le précise, nous avions pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts des ménages à Montpellier. Parce que là, ça, c'est le premier obstacle qui va être dressé devant vous. Systématiquement, quand vous allez parler gratuité, on va vous dire « mais vous allez augmenter les impôts. Si on me le donne d'un côté mais que je le rends de l'autre, ça ne sert à rien ». Alors encore une fois, tout dépend des territoires. Il faut adapter le mode de financement à chaque territoire. Mais nous, en l'occurrence, ça a été financé par le versement mobilité, et nous tenons toujours en fin de mandat le 0% d'augmentation des taux des impôts pour les ménages sur la métropole de Montpellier. Il n'y a eu aucune incidence de la gratuité des transports sur les taux d'imposition des ménages. L'usage simplifié, peut-être Clara, si tu veux en dire un mot rapidement. Avec l'arrivée de la gratuité des transports en commun, suppression des bornes de validation à l'entrée des tramways et des bus, ce qui pouvait nous paraître anecdotique avant que ce soit mis en œuvre, mais ce qui libère complètement l'usage du transport. Finalement, de ne plus avoir à chercher sa carte, c'est quand même un moment magique. On peut oublier son portefeuille et prendre les transports en commun. Ça, c'est une vraie transformation dans l'esprit. Ça lève une barrière psychologique à l'usage du transport en commun. Avec développement d'une solution numérique, et peut-être il y a une slide après, à la rigueur je vais vous la présenter de suite, comme ça on gagne un peu de temps. M-Ticket, donc qui permet d'acheter son ticket. Les personnes qui vivent sur le territoire peuvent donc avoir un abonnement sur carte ou sur smartphone,
Donc c'est plutôt très pratique et possibilité d'avoir l'abonnement des enfants sur le même téléphone, etc. Réduction du nombre de distributeurs en station, puisque fatalement les locaux n'achetant plus de billets, il y en a moins besoin, donc avec une étude assez précise des zones où il fallait garder des distributeurs, et possibilité d'acheter aussi en plus de l'application dans les commerces. Donc on garde une billettique, mais que pour les personnes de l'extérieur de la métropole. Les habitants, une fois qu'ils ont fait leur demande de passe gratuité, il est valable 1 an, il est à renouveler à chaque date anniversaire, moyennant un justificatif de domicile. Donc ça prend littéralement 45 secondes. Et donc c'est effectivement très pratique pour les habitants de la métropole. Pour ceux de l'extérieur, il y a toujours une forme de billettique. Juste, je dis un mot sur la diapo précédente. Je suis désolée, je n'avais pas prévu de le faire. Pardon. Les contrôleurs au cœur du dispositif. Ça, c'est juste pas anecdotique du tout. Et je pense que c'est au cœur de la stratégie. Et quand on parle de hard et de soft, dans le soft, il y a la question de la sécurité dans les transports en commun. C'était quelque chose qu'on entendait beaucoup dans la campagne, c'est si c'est gratuit, ça va être n'importe quoi, les gens vont faire n'importe quoi, il n'y aura plus de contrôle, il n'y aura plus de contrôleurs. On a augmenté le nombre de contrôleurs. Voilà. Mais qui n'ont plus juste des missions de contrôle, mais qui ont des missions de prévention des petites incivilités, de monter dans un tramway et de pouvoir dire enlève tes pieds les pieds du siège, laisse la place à la dame. Ce genre de choses que les contrôleurs finalement avaient moins l'occasion de faire au quotidien, ils retrouvent ce rôle presque de médiation dans les transports. Ils contrôlent évidemment encore les personnes extérieures, mais on sent aussi quand les contrôleurs montent, que ce soit dans un tram ou dans un bus, c'est beaucoup plus apaisé qu'avant en fait. Et ça c'est quelque chose de très impressionnant. Et moi qui m'a marqué sur les premiers temps de la gratuité, vraiment il y a quelque chose qui s'est apaisé dans les relations. J'en dis un mot aussi, on a créé une police métropolitaine des transports qui intervient donc dans les transports en commun, et ça aussi c'est quelque chose de très important. En 1 an, il y a eu une baisse de 34% des atteintes aux biens et aux personnes dans les transports. Donc en fait quand c'est gratuit c'est pourri, c'est pas vrai. Puisque là en l'occurrence c'est sécurisant. Moi ça, je prends au quotidien les transports en commun et c'est un endroit où on se sent bien. Et on sait que y a des arrêts où on aura quasiment systématiquement soit la police métropolitaine des transports, soit les contrôleurs pour apaiser les usages. Je sais pas, c'est à toi. Peut-être. Ouais, on va accélérer. Bon, la fête et l'augmentation de la fréquentation. Oui, donc ça je crois qu'on l'a déjà dit, hein, voilà, le succès, il est bien marqué par l'augmentation de fréquentation, vous l'avez là sur le graphique, 35%, c'est évidemment extrêmement important, et dans ces 35%, on voit du report modal, bien entendu, c'est-à-dire des gens qui au quotidien allaient au travail en voiture, et puis une fois que c'est gratuit, surtout quand on voit le prix de l'essence depuis quelques années, je laisse ma voiture au garage, je prends les transports en commun, c'est apaisé, c'est gratuit, mais c'est aussi ces personnes âgées dont je parlais tout à l'heure, ces jeunes, etc., qui voyagent plus librement, plus facilement qu'avant, et en ça, c'est vraiment un changement du fonctionnement de la vie de tout un chacun dans la ville, et la ville refait une place totalement différente pour les citoyens et pour ses habitants. La gratuité, c'est pas juste une mesure économique, c'est pas juste une mesure pour faire fonctionner différemment les transports en commun, ça modifie complètement les rapports sociaux et la façon de vivre dans sa ville. Voilà, peut-être qu'on va arrêter là parce qu'on est déjà très long et on répondra tout à l'heure à vos questions avec plaisir. Philippe ? Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bon, tout d'abord, un grand merci à nos amis de Montpellier qui sont venus jusqu'à nous. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné en vous écoutant, parce que je me suis dit, c'est pas possible.
on est ici, on est sur une autre planète. Eux, ils sont en train de discuter de la gratuité. Et nous, on n'a même pas un transport en commun aussi propre. On n'a même pas un moyen de transport qui va vite. Enfin, je suis attiré quand même. En tout cas, je vous remercie parce que je vois dans la salle, il y a des Toulonnais, il y a des Sénois, des gens de la Valette. On a pris un verre de remontant. Et on en avait bien besoin quand même. Donc moi, ce que j'en déduis, la première chose, c'est un vrai réseau de transport en commun, c'est donc possible. Et je vais faire une critique à nos amis de Montpellier, parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu le plan de la métropole de Montpellier avec toutes les lignes de bus, toutes les lignes de tram-bus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une toile d'araignée dans laquelle il y a plein de transports en commun de partout. Et c'est dommage que vous ne l'ayez pas, à moins qu'elle soit cachée quelque part, mais c'est un autre monde, c'est impressionnant quand même. Donc, ils en sont à leur 5e ligne de bus, de tramway. Nous, on en est à notre combien de lignes de tramway là, ils ont 60 km de tramway. À moins de 30 ans. Ouais. Nous, on parle de 20 km peut-être un jour. Voilà. Ils ont 6 fois plus de voyageurs par jour que chez nous. C'est-à-dire que les gens, ils prennent beaucoup plus les transports en commun. Est-ce que c'est étonnant? Ben non, parce qu'ils ont un vrai réseau, un vrai réseau organisé. Et donc ça fait en moins des voitures, tout simplement. Alors, eux, ils l'ont fait. Et moi, ce qui m'effraie, c'est pour ça que j'en pleurais un peu. Mais pourquoi nous, on n'y a pas droit quand même? Comment on s'est débrouillé quand même, quoi. Alors moi, je suis Toulonnais, je suis fier de l'être. Je suis fier de notre cadre de vie extraordinaire, de nos habitants. Enfin, je suis très très content. Mais il y a un truc qui manque quand même quelque part, quoi. Finalement, je ne suis pas fier de tous les habitants de l'aire toulonnaise. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En particulier, j'ai une dent creuse contre certains décideurs. Parce qu'il y a très très longtemps, quand j'étais jeune, dynamique et tout, je m'intéressais déjà au territoire de Toulon et des environs. Et à l'époque, je me souviens, il y a une entreprise qui est venue, une grosse entreprise qui s'appelle IBM, pour ceux qui ont des souvenirs, hein, un des piliers de l'économie du numérique, de l'informatique, une entreprise américaine qui est venue et qui a demandé aux décideurs toulonnais, est-ce qu'on pourrait s'installer chez vous parce qu'on est intéressé pour venir chez vous. Et les décideurs toulonnais ont dit, oh non, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, bizarre, machin, informatique, non, puis c'est pas de chez nous, ça nous intéresse pas, au revoir, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait, IBM? Il est allé ailleurs. Il est allé où, à votre avis? Il est allé chez eux. Et là-bas, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais maintenant un peu pourquoi, on leur a dit OK. Donc IBM s'est installé, c'était en 1965, donc tout le monde n'était pas né, mais moi je m'en souviens encore, et ça a été le déclenchement du développement économique de Montpellier. Et nous, on l'a pas eu vraiment, le développement économique, parce qu'on est passé à côté, quoi. Et c'est pas un détail, parce que tout à l'heure on nous a dit oui, la gratuité ça coûte cher, mais c'est les entreprises qui payent avec le versement transport. Ben ouais, parce que ils ont un tissu économique très dynamique, très actif, très puissant, et donc ils récupèrent plein de sous et ils peuvent le redistribuer effectivement aux habitants. Et nous, non, pas tout à fait quand même, quoi, je veux dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand IBM est parti à Montpellier, nous, on a continué à vivre. Et les décideurs que j'évoquais tout à l'heure, ils ont continué à faire leurs petites affaires. Et quand je dis leurs petites affaires, je dirais plutôt leurs trafics locaux. Ouais, c'est facile de critiquer quand on est à la tribune. Non, mais on va donner des noms. Qui c'était à l'époque en mairie de Toulon? Ouais, c'était Fargette et son ami Arex, quand même. C'était cette bande. Et effectivement, ces décideurs-là, ils sont, une fois de plus, ils nous ont fait passer à côté de ce qui était intéressant, quand même, quoi, je veux dire. Mais par contre, eux, ils ont continué à faire leurs petites magouilles, leurs petites affaires. Enfin, ils ont continué à s'enrichir, quoi, je veux dire. Mais l'intérêt général, nous, on est passé à côté. Alors on a quand même un avantage, c'est que sur l'aire toulonnaise, on a plein de militants bénévoles associatifs, qui eux se sont aussi emparés du sujet des déplacements quand même.
Et des associations, il y en a plein. Alors je vais en citer quelques-unes, les autres vont me haïr, mais tant pis. Il y a Toulon Var Déplacement, il y a le collectif Tramway, il y a la Masse Critique, il y a Acte Énergie, il y a Zéro Fossile, il y a Toulon Avenir, il y a l'association Place Publique, il y a plein de CIL, etc. Plusieurs dizaines. Et alors ce qui est intéressant, c'est que toutes ces associations-là ont travaillé plutôt séparément et toutes sont arrivées à la même conclusion. Vu que c'est le bordel pour se déplacer, il faut qu'on trouve des transports en commun efficaces. Et toutes ces associations sont arrivées à la même conclusion. Il nous faut quoi? Un tramway. Ça fait plaisir quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus con qu'ailleurs quand même. Bien au contraire. Et puis en plus, il s'est trouvé que sur l'aire toulonnaise, à Monet, il y a des techniciens, des ingénieurs d'organismes qui aujourd'hui s'appelle le CEREMA, qui autrefois s'appelait le CERTU. C'est un organisme para-étatique avec des gens qui aident au développement des collectivités. Donc ils sont payés pour ça, ils le font fort bien d'ailleurs. Et ils ont fait ce travail remarquable de dire, bien sûr, Toulon, quel est le bon mode de déplacement? Est-ce que c'est un métro? Est-ce que c'est un tramway? Est-ce que c'est des bus? Donc ils ont fait des études comparées de tous ces modes de déplacement. Et leur conclusion a été, je vous le donne en mille, évidemment, sur Toulon, la solution, c'est un tramway. Parce qu'un tramway sur l'axe Est-Ouest qui traverse Toulon, donc on sait ce que c'est que l'axe Est-Ouest à Toulon, qui est déjà très embouteillé, ben, l'outil qui fait passer le plus de voyageurs, qui prend le moins de place, prend le moins d'espace, c'est le tramway. À titre d'exemple, si vous faites passer un gros bus, parce qu'il paraît que c'est la solution d'avenir, on fait passer un gros bus ou on fait passer un tramway, le gros bus prend beaucoup plus d'espace et le tramway prend moins d'espace. Et avec l'espace gagné, ben on fait des pistes cyclables. Ça a été mesuré, c'est calculé, etc. Techniquement, c'est acquis quand même. Donc c'est quand même un peu... Enfin, ça fait chaud quand même. Alors, moi j'ai été longtemps élu, et une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que les associations, c'est une source d'idées absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui, bénévolement, travaillent le soir, donnent leurs compétences, souvent leur argent, etc., et réfléchissent à l'intérêt général. Et je pense qu'effectivement, c'est un outil de grande expertise et qui a un avantage, c'est qu'il n'est pas cher, puisque c'est des bénévoles, et en plus, qui est pas... comment je dirais ça, je vais être gentil, qui n'est pas magouillé quand même. C'est-à-dire que, en général, moi quand j'étais à la région, on avait toujours le choix de dire on utilise un cabinet expert, on utilise l'expertise citoyenne des associations. Et les cabinets experts, ils sont très très chers, ils ne sortent pas grand-chose en général, et en plus, ils te font plaisir. Mais ça ne répond pas aux enjeux quand même. Et sur Toulon, on en a plein des cabinets experts qui viennent travailler sur tous les sujets, des déplacements, les ordures ménagères, l'aménagement urbain, etc., etc. On voit combien c'est efficace. Donc, moi, je pense qu'effectivement, sur l'aire toulonnaise, on a cet avantage d'avoir plein d'associations qui ont travaillé ensemble, qui ont proposé plein de solutions. Et ce mode de travail avec les associations, ça s'appelle la démocratie. Alors il y a la démocratie élective où tous les 5 ans ou 6 ans on élit nos décideurs. Et puis il y a aussi la démocratie participative où ensemble on fabrique ce qu'on attend de l'avenir de la ville. D'ailleurs, je pense que ce soir on est dans cette situation-là où effectivement on essaye ensemble de réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait pour être heureux demain. Alors c'est une manière de faire, c'est pas la manière dominante sur la métropole toulonnaise, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Et alors on nous sort aussi comme argument, ouais mais tout ça, ça va nous coûter une fortune. Alors il y a une association qui a fait un travail remarquable et quelques temps là-dessus. Ils ont comparé plusieurs métropoles, dont celle de Montpellier et celle de Toulon. Et je cite ça de mémoire, mais en gros, les recettes des deux métropoles par habitant, c'est à peu près les mêmes. Donc on est à peu près aussi riche ou aussi pauvre que la métropole de Montpellier. À Montpellier, ils ont des impôts locaux plus faibles que nous, mais Montpellier investit 50% de plus que nous. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'on fait de l'argent chez nous, mais manifestement, on n'investit pas beaucoup quand même. Donc il doit s'évaporer, il fait pourtant à peu près la même température, enfin bon.
Donc moi, ce que j'attends toujours des décideurs, c'est qu'ils investissent, qu'ils osent investir, et en négociation avec les habitants, en disant, et alors, on vous propose ça vous convient pas, etc. Bon, c'est mon rêve de jeune militant. Je veux dire, et aujourd'hui, la première des urgences sur l'aire toulonnaise, c'est qu'il y en a marre des marées de voitures, il y en a marre des embouteillages, il y en a marre des pollutions sonores, il y en a marre des pollutions atmosphériques qui impactent notre santé et d'abord la santé de nos enfants. Sur le problème de la gratuité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on peut avoir plein de débats. Mais l'intérêt de la gratuité, c'est le bien commun. C'est qu'à un moment donné, se déplacer, c'est un bien commun. Alors je vous le dirais franchement, sur Toulon, on n'est pas tout à fait dans la même situation que Montpellier. C'est-à-dire qu'eux, ils ont 60 km de tramway, nous on a nos 0 km de tramway, on a nos 0 km de transport en commun en site propre, donc il y a peut-être une priorité, mais en tout cas, qui est de construire effectivement ce réseau de tramway, mais la question de la gratuité mérite d'être débattue. Et je crois qu'effectivement, nous aussi, sur Toulon et sur la métropole, on a droit à avoir un vrai réseau de transport en commun, mais pas que à Toulon, un vrai réseau de transport en commun qui va de Sifour à Hyères. Ainsi, on aura moins de voitures, moins d'embouteillages, moins de pollution, moins de maladies, et comme ça a dit tout à l'heure, et des économies à la fin du mois. Moi, je terminerai par cette phrase qui me tient à cœur. Si les décideurs ne nous entendent pas, il faut que nous changions de décideur. Et c'est pas moi qui le ferai tout seul, mais c'est nous tous ensemble qui pouvons le faire. C'est pas un rêve utopique. Quand je vois le nombre de personnes qu'on est ce soir, si demain on sera 10 fois plus, 100 fois plus, si jamais l'année prochaine il y avait des élections municipales, ça serait quand même fabuleux quand même. On serait capable de gagner et d'introduire effectivement des systèmes de transport en commun dignes de ce nom dans la ville et une démocratie participative vivante. On est capable de le faire, non ? Merci. Merci Philippe d'avoir aussi brillamment conclu ces 4 interventions, mais alors qu'est-ce que 5 ? Mais on a appris énormément grâce à vous. J'ai la lourde tâche de vous donner la parole, mais avant de le faire, je voudrais effectivement, tu parlais beaucoup des associations, Philippe, saluer tous nos présidents, j'en vois beaucoup, et les membres actifs de toutes ces associations que tu as citées, qui sont présents dans la salle, et bien entendu, je pense que ces associations voudront prendre la parole. Pour ce qui est des prises de parole, je suis désolé, on a 45 minutes, je vais être assez directif, c'est-à-dire que je me permettrai, si vous me l'autorisez, à vous interrompre si vous dépassez 1 minute et demie, 2 minutes. Il faut quand même que nos intervenants aient le temps de vous répondre. Voilà. Alors, c'est très compliqué parce qu'on n'a que 2 micros. Et par conséquent, il faut quand même que vous puissiez être entendu si vous posez une question. Et donc, Daniel va faire circuler le micro. J'allais dire le tramway. Et ceci dit, je regardais quand même la photo et je me demandais les 15 000 personnes qui vont venir, je ne sais pas si elles tiendront place de la Liberté, mais on essaiera quand même. Hein. Je vous en prie. Fais venir les gens devant. Oui, Hey, bonsoir tout le monde. Ah, c'est vrai qu'il y a du monde. Bon, déjà, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la pollution. On s'en prend toujours aux voitures. Il faut savoir quand même que les bateaux polluent comme 14 millions de voitures. Un bateau. D'accord ? Un bateau, pas que beau. Hein. Donc, et là, on s'en prend pas à eux, parce que ça rapporte des sous. Ensuite, je voudrais parler de la gratuité des transports. Comment vous allez faire ? Ils ont donné la gestion à Jean Castex, hein, et c'est pas pour rien, c'est pour qu'il gagne du pognon sur le compte de tout le monde. Donc voilà. Alors, ensuite, je voulais vous dire que la gratuité des transports, c'est toujours pareil. Sur la ligne 8 et sur la ligne 9, c'est gratuit. Oui, c'est la ligne 8 pour aller à la Seine,
et la ligne 9 pour aller à l'hôpital. C'est gratuit. Sur le Nord, les contrôleurs n'y vont jamais. Ou alors quand ils sont accompagnés par les flics. Parce qu'ils ont peur de se faire casser la gueule. Voilà. Et la plupart des gens ne payent pas le transport. Alors si c'est gratuit pour eux, ça peut être gratuit pour nous. Voilà. 2 secondes, juste un petit mot encore. Moi j'ai un fils qui est handicapé et on prend... excusez-moi, j'ai eu 2 AVC, j'ai du mal des fois à parler. On a... Oh, ça y est. Bon, oui, mais je me suis... Je vous passerai le micro. Bien, bonsoir. Je vais essayer de ne pas être trop long puisque c'est dans les consignes. Toutefois, Philippe Chenot, notre ami, en a bien parlé. Voilà. Depuis que nous avons lu dans la presse, en 2008, les propos du président de Toulon-Provence Méditerranée qui disait le tramway s'est dépassé, des citoyens de l'agglomération, puis des associations et syndicats se sont regroupés sous le vocable de collectif tramway. Si nous parlons encore ici de tramway, qui est devenu très rapidement tabou pour nombreux élus, ou l'Arlésienne pour quelques Toulonnais, nous avons entretenu ce besoin. Nous avons lutté avec nos petits moyens pour pousser le tramway. Pour lutter contre le BHNS promis, mais qui est sous-dimensionné, nous n'avons pas chômé. Les recours au tribunal, la distribution de tracts, les points presse, la lettre ouverte au bureau de TPM, ainsi que, c'est une grande première, la demande d'audit à la Cour régionale des comptes sur l'abusif versement transport ou mobilité par les entreprises, sans contrepartie de la construction d'un TCSP. Voilà. Et ça leur rapporte 25 millions d'euros. Ça rentre dans les poches. Voilà. Mais rien n'a changé dans l'entêtement des autorités locales. Par ailleurs, peu disposées à la vraie concertation et très peu communicatif des dossiers d'ordre officiel. Alors, dans l'immédiat, la priorité, c'est de faire la première ligne de tramway. C'est important pour éviter qu'il y ait tant de voitures qui circulent dans Toulon et l'agglomération et favoriser l'ambiance moins polluée et plus agréable dans nos villes. La gratuité, oui, mais pour nous, l'essentiel, c'est d'abord donner le feu vert au tramway. 20 ans de perdu à Toulon pour tenter de modifier ces déplacements. Alors je vais faire mais sans doute un peu moins pour aller chercher le bouclier de Brennus, je l'espère. Voilà. Merci de votre écoute. Vous ne vous êtes pas présenté. Ah, pardon. Jean-François Guilleton, je suis président depuis un certain temps, malheureusement pour moi, mais heureusement pour la métropole, du collectif tramway. Et on a rajouté et des transports en commun. Voilà. Merci. Oui. Maintenant, ce qui serait bien, c'est effectivement de poser des questions à nos intervenants. Vous voulez prendre la parole, si vous avez la gentillesse de la toucher. Vous compléterez votre intervention dans... Oui. Bonsoir à tous. Maurice Franceschi de l'association Toulon Var Déplacement, dont on vous a parlé tout à l'heure déjà. Voilà, la gratuité, oui, on y rêve, oui, bien sûr, mais
on a quand même, comme on vient de le dire, une priorité, c'est d'avoir une offre de transport en commun qui corresponde aux besoins d'une métropole de 450 000 habitants. Au palmarès des 20 premières métropoles au niveau des transports en commun, Toulon est la dernière. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, Toulon a 5 fois à peu près, on est à peu près équivalent à la métropole de Montpellier au niveau population, et on a 5 fois moins de déplacements en transport en commun. Donc on a un retard extraordinaire qui s'explique bien sûr parce que depuis 25 ans, on attend un tramway. Il y a 25 ans, on était à peu près au même niveau que toutes les autres métropoles de France, au niveau du pourcentage de transport en commun, du mode transport, transport en commun. Et maintenant, on est les derniers et loin derrière. La part de transport en commun de la métropole de Toulon est d'environ 7% du mode transport en commun. Les autres métropoles ont entre 20 et 30% de part de transport en commun dans les déplacements quotidiens. Donc voyez le fossé. Et qu'est-ce qu'on nous propose alors qu'on, depuis 25 ans, il y avait le projet de tramway. En l'an 2000, ça a été voté, un projet de tramway, validé en 2005 par l'équipe de M. Falco, puisqu'il faut le dire, en 2005 validé, et en 2007, M. Falco dit « j'arrête le tramway ». Donc finalement, je vais faire un BHNS. Depuis 2007, on attend le BHNS. Est-ce que vous l'avez vu? N'importe quelle métropole, en 3 ans, fait un BHNS. Donc, on a un retard. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit en 2025? Vous aurez un BHNS en 2032. Et imaginez combien de temps il faut pour... Alors qu'on a déjà fait des acquisitions foncières pour le tramway, on a déjà investi pour faire des ouvrages d'art. C'est extraordinaire. On se demande dans quel monde on est à Toulon au niveau transport en commun. Donc moi, la question que je pose aux élites de Montpellier, comment ça se fait qu'à Toulon, on n'ait toujours pas de transport en commun en site propre, alors que vous avez 60 km de tramway, vous êtes en train de faire 57 km de bus à haut niveau de service, donc 5 lignes de bus à haut niveau de service. Nous, on n'est même pas capable de faire une seule ligne de bus à haut niveau de service, et il nous faudra presque une dizaine d'années. Donc, comment vous faites et comment on peut faire? Merci. Soyez aimable de poser des questions. Attends, on va proposer à Julie de répondre, oui. De réagir, et ensuite, peut-être vous prendrez le relais, c'est pour que l'interaction soit plus fluide. Julie, tu es avec nous? Oui, bonjour, je suis avec vous. J'entends très bien, merci beaucoup pour la qualité de la logistique. Je voudrais juste réagir sur le fait qu'il ne faut surtout pas opposer infrastructure et gratuité des transports. En fait, dans toutes les villes qui ont fait la gratuité des transports, en fait, ces réseaux-là, on fait les deux en même temps. À Dunkerque, par exemple, qui était la plus grande communauté d'agglomération à avoir fait la gratuité des transports, dès 2018, ils ont fait les deux. En même temps, ils ont fait la gratuité des transports pour booster l'offre. C'était aussi une question de marketing territorial. Aujourd'hui, on parle de Dunkerque partout dans le monde. Maintenant, c'est les Happy Factory, ça va être des industries immenses, sans parking. Mais c'est une question de marketing territorial. Et en même temps, ils ont amélioré et ils ont multiplié par 8 leur réseau. Dans les réseaux de plus petite taille, la question financière, elle est difficile. À Montpellier, c'est un vrai choix, ça pèse sur le budget, c'est pas une question qu'on prend à la légère. Par contre, dans 95% des réseaux, la collectivité publique finance déjà, subventionne déjà à hauteur de 85%. Donc le reste, finalement, à financer est largement faisable pour des réseaux
de plus petite taille qu'une métropole. Donc en fait, je pense que l'erreur avec la gratuité des transports, et d'ailleurs c'est l'angle des détracteurs, c'est de dire la gratuité des transports pénalise le développement du réseau. Alors qu'en fait, il faut que les deux se fassent simultanément. C'est en faisant les deux, d'une part, qu'on gagne les élections. Parce que moi, je vous le dis, non, mais désolé de le dire, mais c'est important quand même. Hein, parce que quand même, non, mais il faut pas être. Enfin, nous, on n'a pas été naïfs. Hein, si on l'a marqué sur le bulletin de vote, c'est d'abord parce qu'on le croyait et parce que c'est une mesure. Aujourd'hui, première page du Parisien. Première page du Parisien, il y a eu une consultation à Paris sur ce que voulaient les Parisiens. La politique publique arrive en numéro 1, 27,5% des sondés. La gratuité des transports. À Paris, hein. Il y a aussi des problématiques d'offres. Bon, donc voilà, il faut pas. Nous, la gratuité des transports, on n'a jamais pensé que c'était une mesure isolée, une mesure ponctuelle. C'est une mesure totémique. C'est une mesure qui fait effet levier et en fait qui est vraiment le symbole d'une stratégie beaucoup plus globale de décarbonation. Donc il faut faire les deux. Je suis désolée, je veux pas être pessimiste. Hein. Il faut faire une ligne de tramway à Toulon, me semble-t-il, mais ça prend 10 ans. Ça prend 10 ans. Aujourd'hui, entre le moment où vous faites ce choix-là, vu la complexité réglementaire et tout, la gratuité des transports, nous, on l'a réalisée en moins de 3 ans. En moins de 3 ans, parce qu'on a fait le choix de la faire par étapes, parce que voilà, on avait effectivement un souci de soutenabilité financière. On n'est pas des fous, voilà, il ne faut pas faire les choses n'importe comment, mais c'est beaucoup plus rapide. Donc les deux ne sont surtout pas incompatibles et l'erreur serait de les opposer. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci Julie. Oui, je parle ici au nom du comité des usagers des transports du Pradet et j'ai 2 questions. D'abord, je suis tout à fait convaincue sur le fait qu'il faut la simultanéité entre le développement et la gratuité parce que sinon on n'avance pas. Mais mes 2 questions sont je ne comprends pas comment on pourrait faire avancer simplement sur une commune. Je pense qu'on ne peut avancer qu'au niveau de la métropole. Et donc, la question, vous avez avancé sur Montpellier, comment vous avez avancé au niveau de la métropole? Comment vous avez fait le lien entre les deux? Et ma deuxième question, il y a le plan de déplacement urbain qui arrive à échéance, il était 2015-2025. Il y a donc un plan de déplacement urbain qui est en renégociation à venir, 2025-2035. Et dans ce plan de déplacement urbain, ça recouvre l'ensemble des types, des modes de déplacement, de tout ça vient en discussion. Mais pourquoi on n'arrive pas à ce que les citoyens puissent s'emparer de ces questions-là et intervenir à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des idées et comment ça s'est passé dans votre coin? Merci. Un petit temps de réponse. Ah mais après Hervé, hein, si Hervé ça peut être arrivé. Alors Hervé commence et tu complètes, ça va? Non, plusieurs points, pardon. C'est vrai que nous, on a aussi la chance, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, que la TAM, la société de transport de l'agglomération de Montpellier, même si maintenant c'est une métropole et plus une agglomération, est une société publique. Donc très clairement, ça change beaucoup de choses dans la donne de projets comme cela. Tout à l'heure, monsieur parlait des déplacements des personnes en situation de handicap. Là aussi, c'est quelque chose qui a été étudié de très très près. Les nouvelles rames qu'on a inaugurées ce matin avec Julie à Montpellier sont très spécifiques de ce point de vue-là. Le bus tram qu'on a inauguré il y a quelques semaines est aussi très spécifique de ce point de vue-là. Les quais, évidemment, enfin tout ça évidemment est vu, mais c'est-à-dire aussi le cheminement jusqu'au quai. Alors c'est encore imparfait parce que la question elle est tellement difficile, mais tout ça évidemment est complètement pris en compte.
Pour la question plus politique, je dirais, sur comment ça se passe avec la métropole. Bon, bien entendu, c'est une compétence métropolitaine, c'est pas une compétence ville. Et très clairement, c'est l'équipe municipale et la liste qui était menée par Michael Delafosse, qui était une liste de rassemblement de la gauche, avec des socialistes, des communistes, dont nous sommes. Il y avait des Verts au deuxième tour, il y avait etc. Nous avons porté, comme on vous l'a montré tout à l'heure sur le bulletin de vote, ce projet. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est en conseil des métropoles où les élus villes sont majoritaires, forcément c'est plus facile. Mais une fois que j'ai dit ça, ça veut quand même dire qu'il faut le partager avec l'ensemble des autres communes. Donc là, il y a des communes qui sont, selon les questions politiques, plus ou moins d'accord avec de tels projets. Mais vous savez, au final, ça n'arrivera pas. Je fais la politique fiction totalement, surtout maintenant que Julie est à l'écran. Mais imaginons que tout d'un coup la droite l'emporte à Montpellier, ou une de nos oppositions, y compris de gauche d'ailleurs, qui est contre la gratuité des transports, tout simplement parce qu'on l'a mis dans le débat à la dernière municipale. Je vous garantis une chose, c'est que s'ils sont élus en 2020, ils ne reviendront jamais dessus. C'est juste pas possible. Parce que la population y tient maintenant à cette gratuité. Et y compris les maires des communes qui pouvaient être un peu réticents pour X raisons, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne reviendront jamais en arrière. Tout simplement parce que c'est pas juste une donnée technique, la gratuité. Mais comme on a essayé de vous le démontrer tous les trois dans la discussion, ça a véritablement changé le lien à la ville. Voilà, ça modifie la façon dont on vit la ville. Et ça, je vois personne revenir en arrière là-dessus. Donc une fois qu'on a réussi à régler ces problèmes politiciens dans une métropole pour mener le projet, je vous garantis que derrière, ça roule. On va essayer, je ne sais pas si... on va essayer de faire des groupes de questions pour que personne, le moins possible, ne soit frustré. Il y a une question là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous levez les bras, comme ça je vous vois. Alors, 1, 2, 3, ma mémoire n'ira pas plus loin. J'en profite pour m'exprimer moi-même vite fait. Il ne faut pas avoir de complexe à Toulon parce que, savez-vous que Toulon est la 12e ville de France et la 9e agglo. Toulon n'est pas très riche, mais autour il y a des villes riches. Il faut toujours penser à ça. Et en ville riche, il n'y a pas particulièrement la Seine. Donc je me présente Danielle Dorel. Je suis simplement une usagère des transports en commun. Et qui dit, je suis rentrée dans la salle et on parlait du piéton. Effectivement, celui qui prend des transports en commun, c'est avant tout un piéton. Et à pratiquer les transports en commun, je sais que maintenant la ligne 8 n'existe plus, mais s'appelle la ligne 2. Je sais aussi que la plupart des gens payent leur trajet. Je sais aussi que la plupart du temps, je vois des jeunes, des femmes, de très bonne heure, des travailleurs, le soir, des travailleurs pauvres. Ça, c'est clair. Ça, c'est le public auquel s'adresse la gratuité. Ce que je voulais dire aussi, c'est les abribus. Alors, les abribus, c'est un commerce extraordinaire. On est en train de tous nous les changer à Toulon. Ça sert à rien, si ce n'est à apposer de la publicité. Ce sont des supports publicitaires, principalement. C'est fabriqué je ne sais où, donc quand il fait très chaud, c'est intenable. Quand il y a du vent, c'est intenable. Et quand il pleut, ben, il n'y a pas assez de place. Voilà. J'ai tout dit. Ça ne sert à rien de les avoir changés. C'était une question, hein, j'ai bien compris ça. 1, 2. Oui, alors ça m'est revenu. Mon fils, qui est en situation de handicap, il est sur fauteuil roulant, et il a eu besoin d'aller voir son médecin. Il a téléphoné à la RMDT, au minibus, voilà, et ils lui ont dit ben non, vous n'avez pas réservé il y a 2 jours, donc vous y allez, donc on vous amène pas. Donc ça a été, il a fallu qu'il se débrouille autrement. Est-ce qu'il faut réserver 2 jours à l'avance? On peut pas faire un déplacement immédiat. 2 jours
jours, c'est rien. Voilà. C'est 3 semaines. Voilà. Et donc, un copain qui est aussi sur fauteuil roulant, parce que je suis président d'une association service des personnes handicapées. Hein. Donc, un copain qui est sur fauteuil roulant, qui voit arriver un minibus, il lui fait signe de s'arrêter, le type s'arrête, il lui dit non, je ne vous prends pas, vous n'avez pas réservé il y a 2 jours. Voilà, et il est parti. Voilà, alors, donc, il y a normalement, il devrait y avoir la gratuité du transport. Or, ils doivent quand même payer. Ils doivent payer le transport. Sauf à partir du moment où ils ont 80% de reconnaissance de handicap. Donc là, ils peuvent avoir un truc. Seulement, il faut aller à la gare pour aller demander le truc. Le titre de transport gratuit. Ils n'en font pas la publicité. Ça fait il n'y a personne, une personne en situation de handicap de plus de 80% qui sait que c'est gratuit. Voilà. Merci. Je crois que vous avez demandé la parole. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Ma question portait sur le financement. Vous avez évoqué le versement mobilité au niveau des entreprises. Ça a dû faire grincer des dents à l'époque au niveau dans votre campagne. Et voilà, comment est-ce que vous pouvez présenter cela, le financement au niveau des entreprises locales, et nous expliciter un petit peu plus comment ça s'organise. Merci. Oui, alors plein de questions, peut-être quelques éléments d'abord sur la question de la précarité du territoire. Enfin, Montpellier, la métropole, 27% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 10 quartiers politiques de la ville, tous situés sur la ville-centre. Donc on n'est pas une ville riche non plus. Et c'était ce qu'on disait en introduction, mais qu'on avait besoin de mesures aussi, y compris pour la classe moyenne, mais pas que. Et dans la perspective de développement d'infrastructures, etc., ça a été un vrai travail aussi de se dire il fallait qu'on desserve les quartiers populaires. La première ligne de tram, elle passe par La Paillade, qui est un quartier populaire de 25 000 habitants. C'est une ville dans la vide. Et cette première ligne de tram passe par cet endroit. Et ça avait été un choix fort au moment où elle a été lancée. Et donc, c'est quelque chose qui nous tient collectivement à cœur. Et on a souvent l'occasion d'en parler avec Julie, de desservir ces quartiers populaires, tant en transport en commun qu'en piste cyclable, puisqu'elle a réussi à me mettre sur un vélo pour faire le tour des quartiers. Et c'est un exploit. Et c'est la seule fois du mandat. Et ça restera un bon souvenir. Mais voilà, ça en arrêtera là. Sur la question du piéton, il me semble que, et ça a été aussi un vrai sujet qui a été travaillé chez nous, c'est la question de l'espace public autour de l'infrastructure. On ne vient pas poser juste un tram à un endroit ou un bus tram ou un bus tout court. On vient y installer aussi un lieu de vie, un lieu de passage, un lieu où on peut accéder en vélo, garer son vélo, puis prendre le tram. C'est un endroit où on peut venir à pied, s'abriter de la pluie, s'abriter du soleil. Alors pour le coup, en termes de climat, on est assez comparable. Et donc on a besoin d'espaces ombragés. Donc on a planté aussi tout le long du tram. On a créé des nouvelles places, des endroits qui étaient des endroits très livrés aux voitures. Je pense à devant la fac de lettres, peut-être que certains connaissent, mais à l'université Paul Valéry. Devant, il y avait un immense parking. Il y avait un parking qui était conséquent, une route. Avec l'arrivée de la ligne de tram, c'est devenu un parvis, une place, des bancs. On peut se poser, on peut discuter. C'est clairement pas le même espace. Et donc, la question du piéton, on l'a aussi réfléchi sur cette question des environs du transport en commun et de comment on recrée du lien. Et plus largement, au-delà de la question du transport en commun, c'est un vrai choix sur l'ensemble de la ville de retravailler ces lieux du commun aussi. Enfin, on l'a dit, les transports en commun, ça nous tenait à cœur. On trouve des solutions pour le climat, pour le pouvoir d'achat. Ces solutions, elles sont collectives. On sort de l'individuel et de la culpabilisation de chacun. On trouve des solutions collectives. Et ça,
tant que Coco, nous c'était un truc qui nous tenait un peu à cœur. Je reconnais que parler de transport en commun, c'est quelque chose qui est fort et qui fait sens, et je crois qu'on a intérêt tous collectivement à porter ça. J'ai oublié des trucs. Tu voulais compléter sur... Julie, vous voulez compléter sur la partie financement notamment. Oui, effectivement, je vais essayer de parler fort pour qu'on m'entende. Donc en fait, les recettes billettiques voyageurs en 2020, avant la gratuité des transports, c'était 39 millions d'euros. Et j'ai oublié de préciser une chose, la gratuité ne s'applique qu'aux habitants de la métropole, parce qu'on a voulu renforcer le consentement à l'impôt. En gros, vous habitez dans la métropole, vous payez des impôts. En retour, vous avez des politiques publiques volontaristes. Donc les hors métropolitains, les touristes, les habitants qui vivent hors métropole, financent encore le type de transport et donc doivent s'acquitter d'un type de transport. Donc sur les 39 millions de recettes voyageurs, aujourd'hui le coût de la gratuité, on est à 32 millions d'euros et il y a 7 millions d'euros de recettes billettiques qu'on a maintenues avec les hors métropolitains. Ça représente moins de 5% du budget de fonctionnement de la métropole de Montpellier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un poste important. Mais si vous comparez ça à ce que coûte une ligne de métro, par exemple, ou une ligne de tramway, tant du point de vue de l'investissement que du fonctionnement, que des intérêts de la dette, finalement, ça relativise le coût de la gratuité qui est un des arguments finalement pour la dénoncer. Voilà, donc franchement, quand on en voit les résultats, aujourd'hui c'est un choix qu'on assume et on s'est engagé en même temps à ne pas augmenter les impôts locaux de Montpellier. Et je voudrais juste compléter ce qu'a dit Clara, c'est absolument fondamental. Si vous faites une ligne de tramway à Toulon, nous, on n'a jamais dit qu'une ligne de tramway, c'était simplement un moyen de transport. C'est aussi l'occasion de faire des trottoirs là où il n'y en a pas. C'est aussi l'occasion de faire des trottoirs aux normes pour les personnes à mobilité réduite, de faire des aménagements cyclables sécurisés de chaque côté, de maintenir des sens de circulation et de végétaliser la ville. Donc vraiment, aujourd'hui, une ligne de tramway, c'est vraiment une démarche globale qui permet de redistribuer finalement la manière de se déplacer, parce qu'il y a un chiffre qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui dans les villes, la place de la voiture, c'est 90% en circulation et en stationnement. Donc le but, c'est pas de chasser la voiture et d'avoir un discours dogmatique d'ayatollah, c'est de remettre la voiture à sa juste place finalement, et de mieux partager l'espace public au profit de toutes les mobilités. Merci Julie. Oui, juste deux mots sur le financement des transports de la métropole de Toulon. Il y a le versement transport des entreprises qui participe de façon très importante à ce fonctionnement. Le versement transport des entreprises, pour les déplacements, c'est 1% de la masse salariale des entreprises. Ça représente 35 millions d'euros qui vont pour les déplacements du quotidien. Lorsqu'il y a un projet de transport en commun en site propre, on peut augmenter ce 1%, et à Toulon, on a monté de 0,75%, donc on est à 1,75% de la masse salariale que verse chaque année. En tout, ça fait en gros 55 millions d'euros, dont 25 millions d'euros, qui correspondent aux 0,75%, qui sont pour l'investissement d'un transport en commun en site propre. Ça fait 24 ans que les entreprises versent 0,75% de la masse salariale, donc en fait c'est comme si les salariés payaient pour un transport en commun en site propre. 25 millions d'euros multipliés par 24 ans, ça fait plus que 500 millions d'euros pour un transport en commun qui n'existe pas. C'est extraordinaire. Comment ça se fait que la Cour des comptes, d'ailleurs on l'a sollicité, elle va peut-être enquêter, comment ça se fait que la Cour des comptes n'ait pas encore mis son nez là-dedans?
hein. Et 500 millions d'euros, c'est ce qui était prévu en l'an 2000 dans le cadre de la déclaration d'utilité publique pour un tramway, hein. Et ces 500 millions d'euros pour une déclaration d'utilité publique pour un tramway n'ont pas été utilisés, la moitié se sont dilapidés, on ne sait où. L'autre moitié, ça a servi à faire des acquisitions foncières, de faire des travaux pour le tramway, hein, et on n'a pas de tramway, et on va nous faire un BHNS, puisqu'il y a eu 200 millions d'euros au moins de dépensés pour le tramway. Le projet de BHNS, c'est 450 millions d'euros, plus 200 millions d'euros, ça fera 650 millions d'euros pour un tramway, pour un BHNS de 22 km. Ça sera le BHNS, et je prends en témoin les Montpelliérains, le BHNS le plus cher au monde. Voilà. Et pour les 35 millions d'euros, attends, je finis. Les 35 millions d'euros, on vous a dit, à Montpellier, c'est 32 millions d'euros, ça coûte. Nous, c'est 35 millions d'euros, mais ça coûte plus cher encore que ça, puisque TPN rajoute, hein, puisqu'il y a les billets, quand même, ils rapportent un peu, ils rapportent 5-10 millions d'euros, donc ça fait au moins 40 millions d'euros pour le fonctionnement des transports en commun. Pourquoi on en est là? Parce que Toulon, par voyage, est la ville la plus chère de toutes les métropoles. C'est au moins 2,30 € par voyage, le prix réel, hein, c'est 2,30 € par voyage, alors que les autres métropoles, c'est autour de 1 €. Donc on comprend pourquoi on est plus cher, on dépense même plus d'argent qu'à Montpellier, parce qu'on transporte beaucoup moins de monde et qu'on n'est pas du tout efficace. Merci de cette intervention et de ces précisions. Si les gens qui sont au fond de la salle veulent poser des questions, ils ont le droit aussi. Merci. Bonsoir, je m'appelle Marie, j'habite Toulon. Et j'ai une petite question pour vous aussi à Montpellier. Quelles sont les prescriptions que vous avez ajoutées au plan local d'urbanisme pour pouvoir favoriser l'intermodalité et puis la prise en compte pour les nouveaux programmes, mais aussi pour le parc existant de logements, afin d'augmenter le stationnement vélo ou les autres types d'infrastructures pour pouvoir héberger les autres mobilités? Julie, est-ce que tu veux répondre? Je suis désolée, j'ai pas entendu. Quelle est la question? On va reprendre la question. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est... Oui, je vais reprendre. Et ce que je disais, c'est quelles sont les prescriptions qui ont été ajoutées au PLU pour pouvoir augmenter les places de stationnement de vélo dans le parc existant de logement et le nouveau parc? Le PLU, est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été ajoutées? D'urbanisme intercommunal dont l'enquête publique vient de se terminer, on a en fait calibré la question du stationnement en fonction du maillage des transports en commun. Donc en fait, plus vous avez un maillage important, moins la possibilité du nombre de places de stationnement dans les nouvelles constructions est important. Donc plus le maillage est important, c'est-à-dire quand vous avez une connexion de 2 lignes de tramway, vous avez un nombre de places plus limité dans les nouvelles constructions, et le nombre de places de stationnement augmente en fonction du niveau de maillage. 2 lignes de tramway, 1 ligne de tramway, le réseau de bus à haut niveau de service, le réseau de bus, et ensuite dans les zones les moins denses de la métropole. Voilà, donc on a vraiment calibré ça sur le stationnement motorisé, et ensuite sur le stationnement vélo, on a considérablement monté en gamme, et là pour le coup il y a une obligation pour les constructeurs de plus faire des garages à vélo inaccessibles en rez-de-chaussée, voilà, mais vraiment en surface, accessible, sécurisé, avec un nombre de places important. C'est au moins 2 places par logement pour les nouvelles constructions dans le PLUI, qui fait l'objet là d'une... On est en phase réglementaire et on devrait l'adopter au Conseil de métropole du mois de juillet, après des années de travail. Est-ce que la réponse vous convient?
Vous vouliez en savoir plus sur le vélo, non? Ah. Oui, alors est-ce qu'il y a des dispositions particulières dans le PLU en renégociation pour les vélos et pour le stationnement des vélos et la circulation des vélos? Et pour le parc existant, est-ce que dans le parc existant, il y a des nouvelles dispositions? Le PLUI, pour le coup, ça s'adresse aux nouvelles constructions, mais on a un plan vélo. On était très en retard à Montpellier, mais voilà, on discute souvent du vélo parce qu'on nous a beaucoup attaqué sur la gratuité des transports en disant que ça serait les cyclistes qui iraient dans le tramway parce qu'il serait gratuit. Et on démontre que on a aujourd'hui sur la métropole plus 18% entre 2023 et 2024 de la pratique cyclable sur le territoire. Parce que on a fait un plan vélo, un réseau express vélo, 235 km de vélo-ligne Montpellier-Rennes. On travaille aussi bien les continuités, la résorption des discontinuités. On finance le savoir rouler à vélo à l'école pour les enfants, pour initier de nouvelles pratiques de déplacement. On a financé, et ça je pense que c'est une mesure importante, si je peux me permettre à proposer, l'aide à l'achat pour un vélo à assistance électrique. On a versé une aide, là aussi universelle, de 500 € pour toutes les personnes qui faisaient l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, avec l'obligation de l'acheter dans un magasin de la métropole en circuit court. Donc le vélo acheté sur Amazon était exclu du dispositif. On a financé et on a équipé 10% de la population. Et aujourd'hui, l'ADEME dit que c'est le principal levier pour engager la révolution cyclable. Et Clara et Hervé ont raison. Aujourd'hui, les vélos, ils ont une vraie place, donc ils ne sont plus dans les voitures où c'était dangereux, et ils sont plus au milieu des piétons, parce qu'ils ont un espace qui leur est dédié. Michael Delafosse a été particulièrement volontariste sur la question de la gratuité des transports, de l'augmentation de l'offre de transport, mais aussi du réseau cyclable, parce que le vélo, c'est moins cher. Là aussi, ça permet de faire des économies. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour la santé, de lutter contre la sédentarité, et évidemment, c'est bon pour l'environnement parce que là aussi, on prend moins sa voiture. Et peut-être dernier point, on finance aussi la gratuité du covoiturage, parce qu'il y a plein d'endroits où on n'est peut-être pas capable de mettre un bus toutes les 10 minutes. Donc on finance la gratuité du covoiturage. On est premier territoire en termes de trajets covoiturés après Paris. On fait 500 trajets par jour en covoiturage. Donc là aussi, on a essayé en fait d'apporter une alternative à chaque habitant, quelle que soit la composition de son ménage, ses contraintes privées et sa localisation sur les 31 communes de la métropole. Merci. Merci Julie. Alors évidemment, tu fais rêver beaucoup de monde. La métropole Montpellier-Rennes va peut-être gagner des habitants ce soir, mais j'espère pas. Mais j'avais une question justement sur cette question, parce qu'on a parlé développement des transports en commun, mais il semble dans ton discours que justement ce développement des transports en commun, il ne se fait pas isolément des autres transports, et qu'il y a eu une réflexion globale sur l'ensemble des modalités de transport, des modes de transport et des interconnexions entre ces modes de transport. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous dire quelque chose, Julie, ou vous? Est-ce que je peux me permettre aussi de compléter par une autre question, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait un lien entre les ZFE et la gratuité? Parce que sur une ville comme Toulon, où effectivement il y a un manque terrible de transport en commun en site propre, la ZFE est en fait une punition supplémentaire qui est apportée effectivement à énormément de ménages. Alors, je vais soulager mon collègue Hervé et Clara, je vais répondre sur la ZFE. La ZFE, déjà, je rappelle, c'est une obligation de la loi. Donc, on a été obligé de le faire à Montpellier parce que je sais que c'est aussi une problématique à Toulon. Nous, on est entre deux autoroutes et aujourd'hui, le transport à Montpellier est responsable de 80% des émissions, que ce soit les émissions de particules fines, les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de dioxyde d'azote. Et que sur notre territoire, et là c'est des chiffres qui émanent des autorités de santé, on a 685 personnes, c'est un chiffre quand même important, qui meurent prématurément à cause de l'air qu'elles respirent. Alors les ZFE, on peut
les critiquer du point de vue social, mais à Montpellier, on a travaillé, on a fait énormément de réunions avec tous les professionnels et on avait mis en place des dérogations. Depuis le départ, et la ZFE elle a commencé depuis 2021, il n'y a jamais eu aucune verbalisation. Parce que le but, c'est évidemment pas de taper au portefeuille des gens qui ne sont pas capables de changer leur voiture, évidemment. Donc à côté, on a fait la gratuité des transports, la gratuité du covoiturage, l'aide à l'achat pour un vélo à assistance électrique. Enfin, on a mis les moyens avec nos compétences. Les métropoles, on n'est pas compétents pour financer le changement d'un véhicule. On est compétents sur la mobilité. Et en même temps, on avait toujours dit qu'il n'y aurait pas de verbalisation. Après, les ZFE, elles sont parfois instrumentalisées à des fins polémiques, mais pour nous, c'est un sujet parmi tant d'autres. Voilà, on était obligés par la loi de le faire. On avait pris des dérogations pour les petits rouleurs. On avait pris des autorisations 52 jours par an pour que les personnes hors métropole puissent par exemple se rendre à l'hôpital. Voilà, le but, évidemment, c'est une mesure. Voilà. Ensuite, sur votre question de la stratégie globale, pour nous, c'est absolument fondamental d'avoir une stratégie globale de décarbonation et surtout d'avoir un partenariat public-privé. On a l'adhésion de la population et on a travaillé main dans la main avec les entreprises du territoire. Le premier poste qui a été recruté à la métropole, c'est un chargé de mission qui fait des plans de mobilité employeur. Il va voir les entreprises, parce que moi, je n'ai rencontré aucun patron qui trouvait sympa de voir ses salariés rester 1h30 dans les embouteillages le matin. Il arrive énervé, exténué, ça nuit à sa productivité, ça dégrade ses conditions de travail. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On va voir les entreprises, on fait avec eux des cartographies. Voilà, vos salariés, ils viennent d'où? On affine les choses. Ah, vous avez une piste cyclable dangereuse, il n'y a pas de problème. On va intervenir. Vous avez une ligne de bus qui ne va pas jusqu'à votre entreprise, il n'y a pas de problème. On va modifier le tracé. Il faut savoir que le versement mobilité, c'est payé par les entreprises. Donc il faut évidemment qu'il y ait un retour. C'est normal. Enfin, quand on paye quelque chose, il faut bien qu'on en récolte quelque chose. C'est pareil avec le versement mobilité. En fait, les entreprises financent, les entreprises de plus de 11 salariés financent la politique transport. Il faut que cette politique transport, elle serve les salariés de ces entreprises. Et donc c'est pour ça en fait que la stratégie, c'est autant les infrastructures, c'est autant jouer sur l'offre que les besoins. Et c'est ça qui est fondamental avec mobilité, c'est qu'en fait, c'est une compétence très particulière parce qu'on touche aussi bien l'infra, le dur, les travaux publics, les réseaux, et on touche à l'intime des gens. Et le pire serait d'avoir un discours dogmatique et de dire aux gens, de les culpabiliser parce qu'ils prennent leur voiture. Pour moi, les gens qui font ça, en fait, chez nous on dit, ils sont rebroussailles. Enfin, voilà, ils vont vexer les gens, ils vont les culpabiliser. Non, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent la voiture, en fait, ils sont dépendants de la voiture parce qu'ils n'ont pas d'alternative crédible. Moi, je ne crois pas du tout au discours de dire on va prendre 3 bus, un tramway et marcher 10 minutes. Il n'y a personne qui le fait, ça. Donc, en fait, il faut être crédible. Et pour ça, il faut avoir une stratégie globale qui touche tous les modes, qui porte aussi bien sur les infrastructures, mais surtout qui ne culpabilise pas les gens. Et nous, dans notre discours, qu'est-ce qu'on dit avec Hervé et Clara? On dit, on vous offre des alternatives et jamais on culpabilise les gens, parce que pour moi, culpabiliser les gens, c'est produire l'effet inverse. Merci. Merci, Julie. Il est 19h45, donc bravo, le timing a bien été tenu. Avant de vous remercier tous les deux d'être venus de si loin, Magali, donc tu conclus, et après donc la conclusion, bien entendu, il y aura un verre de l'amitié pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Oui, bien sûr, on va pouvoir prolonger les échanges de manière un peu plus conviviale. Quelques mots pour conclure et pour relancer peut-être la réflexion dans la suite de nos échanges. D'abord, une mention spéciale de remerciement à nos 3 collègues. Vraiment, c'était très inspirant. Je pense que ça fait rêver beaucoup d'entre nous. Donc, voilà. Merci Julie, j'espère que tu entends les remerciements nombreux de toute la salle. Ce que nous avons compris collectivement, c'est que nous avions raison à Toulon en commun de parler de transport en commun,
Parce que ce qui est important là, c'est le commun, justement. C'est que penser des transports, c'est penser beaucoup plus que des transports. Penser cette question de la mobilité des transports, c'est en fait penser de la vie de tous les citoyens dans la ville. C'est non seulement le pouvoir d'achat, mais c'est aussi l'espace public. C'est une question presque philosophique de liberté pour tous et d'inclusion. Donc merci de nous avoir ouvert le champ de vision sur cette vision holistique, hein, complètement ouverte des transports en commun. Deuxième question, alors c'était pas le sujet de ce soir, mais on pourra le discuter autour d'un verre si vous voulez. Deuxième sujet, la question du financement. On a bien vu, et vous nous l'avez montré, que ce qu'on nous présente toujours comme l'obstacle majeur à la question de la gratuité était non pas un détail, hein, mais bien accessible, et qu'il s'agissait de le prendre sérieusement, et que sérieusement on pouvait arriver au bout et finalement redonner du pouvoir d'achat aux habitants et aussi faciliter la vie des entreprises. Donc ce n'est pas une mesure contre-économique, bien au contraire. Troisième point sur lequel nous voulions conclure, c'est sur l'idée que la réflexion, elle commence aujourd'hui, en fait. Pour nous qui travaillons sur le futur projet municipal, eh bien, les éléments que nous avons pu prendre aujourd'hui dans nos échanges avec les associations, les habitants et puis nos élus expérimentés, ils doivent nourrir notre futur projet, et nous vous invitons toutes et tous à travailler au sein de nos groupes. Nous avons plusieurs groupes de travail. Un sera particulièrement dédié à cette question ouverte des mobilités dans la ville. Donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous inclure dans la réflexion et s'appuyer aussi sur votre expertise, vos expériences. Et puis enfin, tu voulais conclure avec quel mot ? Ouais. Moi, je crois que ce soir, on a un choix terrible à faire. Soit on va à Montpellier, on va y habiter, soit on change nos décideurs. Ça dépend que de nous. Merci. Avant d'aller boire un verre avec vous, deux dates à retenir pour ce qui concerne donc Toulon en commun. Deux dates à retenir. La première, c'est le 31 mars. Notre prochaine assemblée populaire qui se tiendra, non pas ici, je crois, hein, mais la salle Franck Arnal à la Rode à 18h. Et d'autre part, dans ce cycle de rencontres-débats, de conférences-débats, la prochaine conférence-débat portera sur la culture, et ce sera le 22 avril, donc dans un peu plus d'un mois, et toutes les informations, bien entendu, vous seront fournies d'ici là. Merci d'être venus aussi nombreux, merci à nos intervenants, et puis à l'année prochaine pour fixer la date d'inauguration du tramway. Hasta la victoria siempre.